Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de la semaine thématique sur les baux commerciaux et comment négocier avec son propriétaire. Alors voilà, bienvenue dans la semaine thématique. Donc c'est une semaine que le 18-19 organise avec l'UCM, Uniso, en collaboration aussi avec les communes et le CED. Et ça a démarré en début de semaine et il y a encore quelques événements puisqu'on est seulement jeudi matin. Donc voilà, il y a encore quelques événements sur la table. Alors voilà, aujourd'hui donc pour traiter des beaux commerciaux, on a la chance d'accueillir Frédéric Deschamps du CED, à qui je vais laisser la parole d'ailleurs tout de suite pour qu'il puisse se présenter et puis ensuite nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Merci beaucoup déjà pour votre intervention. Alors bonjour à toutes et tous. Je suis effectivement Frédéric Deschamps et je suis accompagné aujourd'hui de Adine Balzac qui travaille dans notre bureau également. Donc nous, on est avocat ici au barreau de Bruxelles et on est effectivement expert du CED, c'est-à-dire qu'on est en première ligne pour répondre aux questions des entrepreneurs, évidemment, pour l'instant fort lié dans la crise sanitaire, évidemment. Aujourd'hui, donc, on va passer plus ou moins une petite heure ensemble pour discuter du bail commercial et surtout de la manière dont éventuellement vous, en qualité de locataire, puisque l'objectif ici est plus dirigé vers les locataires, finalement, quelles sont un peu les voies de recours, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, essentiellement par rapport à la crise sanitaire, donc de quelle manière on peut aborder les choses avec son propriétaire. Vous verrez, sans entrer dans le vif du sujet, que vous avez la possibilité, je pense, de poser toute une série de questions via le chat. Ce qu'on a prévu, c'est que vous posiez vos questions, à la limite, posez-les au moment où elles vous viennent à l'esprit. On n'y répondra pas pour garder la ligne de conduite, mais à la fin, on a vraiment prévu 15-20 minutes pour essayer de répondre à vos questions, de vous donner des clés et des solutions, sachant que, évidemment, vous l'aurez compris, c'est une crise relativement inédite d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue juridique également aussi. Ce sont des situations juridiques qui sont relativement complexes aujourd'hui et qu'il n'y a pas encore énormément de jurisprudence. Vous savez que souvent, on se base sur la jurisprudence pour donner des lignes de conduite, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de jurisprudence et s'il y en a, elle est extrêmement divisée. C'est-à-dire que comme vous le savez, tout ce qui est bail commercial, c'est réglé par le juge de paix. Et on va dire que les quelques jugements qu'on a qui ne sont pas encore publiés vont vraiment dans tous les sens et parfois en fonction des juges de paix également. Donc, ce qu'on vous donnera aujourd'hui, c'est des lignes de conduite, mais qui a après une analyse, on va dire, au cas par cas en fonction de votre situation. Et c'est vraiment bien important de comprendre et d'appréhender ça. Alors, je vais partager mon écran parce qu'évidemment, on a prévu quelques slides. Voilà, je pense que on voit notre écran. Est-ce que vous me confirmez qu'on voit l'écran? Oui, tout à fait. Voilà, On voit parfait. bel et bien l'écran. Voilà, parfait, impeccable. Donc, ce que je vais commencer à faire, on va éviter trop de théorie parce que l'idée n'est pas de vous donner un cours sur le bail commercial aujourd'hui, mais je dois quand même vous expliquer un peu le contexte, qu'est-ce que c'est un bail commercial, etc. En tout cas, un minimum pour que vous puissiez comprendre après les raisonnements juridiques qui sont à la base de ça. Alors, un bail commercial, c'est un bail qui porte évidemment sur un immeuble ou une partie d'immeuble, donc ça doit porter sur un immeuble, c'est un peu logique, mais c'est bon de le rappeler aussi. Donc, quand on met en location une machine, même industrielle, etc., on n'est pas sur un bail commercial. L'élément vraiment essentiel du bail commercial, ce qui fait qu'on parle d'un bail commercial, c'est l'exercice d'un commerce qui est en contact avec le public. Pour qu'on puisse parler de bail commercial, il faut qu'il y ait un contact avec le public. Et cette notion de contact avec le public est extrêmement importante, tant au niveau du bail commercial, mais au niveau de la crise sanitaire actuelle aussi, puisque c'est un des éléments, on le verra après, qui fait qu'aujourd'hui, le contact avec le public est interdit dans certains cas, ou en tout cas sérieusement restreint. Et donc, ces notions de public, de contact avec le public est extrêmement importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on ne parlera pas du bail de bureau, parce que le bail de bureau n'est pas un bail commercial et on ne parlera pas également du bail à résidence principale, parce que le bail à résidence principale ne vise pas évidemment à accueillir du public chez vous. Donc, on est vraiment dans la notion de bail commercial. Alors, le bail commercial est protégé. Le bail commercial est strictement réglementé par la loi. C'est une loi de 1951, donc une loi relativement ancienne.
Et alors, l'objectif de la loi au départ, ce qu'on appelle le ratio Lédis, c'était de protéger le fonds de commerce. C'est pour ça que, dans le cadre de la loi de 1951, vous avez toute une série de dispositions importantes qui sont impératives, donc auxquelles on ne peut pas déroger, et qui sont reprises dans cette loi de 1951. Et toutes ces dispositions visent essentiellement à protéger le fonds de commerce. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je vous donne quelques exemples, le bail commercial a une durée minimale de 9 ans. Et qu'elle peut faire l'objet de renouvellement. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette loi, et vous verrez si vous avez votre bail commercial sur les yeux ou si vous l'avez lu, ce que j'ai fait évidemment, vous verrez qu'il y a des conditions très strictes de demande de renouvellement, qu'il y a des conditions très strictes en matière de cession et de sous-location, qu'il y a des conditions strictes lorsque le bailleur refuse ce renouvellement, qu'on parle d'indemnité, d'éviction, etc. Et donc, ce qui fait aujourd'hui, et c'est peut-être la chose la plus facile, ce qui fait que vous avez toutes et tous, a priori, si vous êtes intéressés aujourd'hui, plus ou moins le même bail commercial. C'est-à-dire que toutes ces dispositions-là sont classiquement reprises dans le bail commercial. Et donc, a priori, tout ça est relativement uniforme, mais ce qui fait vraiment le bail commercial, c'est cette notion de contact avec le public. Alors, c'est donc une loi fédérale, entre guillemets, de 1951. Il faut savoir, mais je vous le passe assez rapidement, qu'il y a une régionalisation au niveau du bail commercial, c'est-à-dire que chaque région wallonne, flamande, Bruxelles-Capitale, etc., a la possibilité de prendre des règles particulières. Et on l'a fait à Bruxelles, et je me limiterai à Bruxelles aujourd'hui rapidement. On l'a fait, vous l'avez peut-être, ou peut-être certains d'entre vous sont concernés, dans le cadre du bail de pop-up store, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire la possibilité de faire un contrat de bail à courte durée, pour être plus souple, à courte durée d'1 an par exemple, pour être beaucoup plus souple dans la législation relative au bail commercial. Il n'en reste pas moins que ça reste un bail commercial et il n'en reste pas moins que ce qu'on va vous expliquer, la manière d'aborder le propriétaire reste la même. Donc aujourd'hui, on parlera vraiment du bail commercial, pas du bail de bureau, pas du bail à résidence principale, parce qu'a priori, ces contrats de bail-là sont régis par le droit commun ou le droit spécifique pour le bail à résidence principale, mais la notion de contact avec le public n'est pas présente, de telle sorte qu'on est moins impacté suite aux décisions du gouvernement. Je pense que je vais laisser parler, je ne sais pas si on te voit. Voilà, Adeline va continuer et poursuivre. Merci Frédéric. Alors maintenant, dans cette deuxième partie du webinaire, on va rentrer réellement dans le vif du sujet, à savoir les problématiques qui sont soulevées par le contexte actuel du Covid-19. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'à 2 reprises au cours de l'année 2020, eh bien, le gouvernement belge a imposé des mesures strictes, dont des mesures de fermeture des établissements. Il y a les restaurants, les théâtres, les magasins et les tailles non essentielles qui sont également impactés. Et ces mesures vont donc empêcher un certain nombre de commerçants de pouvoir exploiter leur surface commerciale. Cependant, le gros problème ici, c'est que le gouvernement n'a pas adopté une réglementation spécifique qui viendrait en réalité encadrer les relations privées entre les bailleurs et les locataires. Du coup, pendant ces périodes de confinement, on se retrouve face à une sorte de vide juridique, entre guillemets, et pour essayer de combler ce vide juridique, eh bien, on va aller chercher dans le droit commun des contrats des solutions qui sont des solutions classiques, mais qu'on va adapter au Covid-19. Alors de nouveau ici, petit disclaimer, il nous est bien évidemment impossible lors de ce webinaire d'envisager toutes les situations possibles et imaginables. L'objectif n'est donc pas de faire du cas par cas, mais vraiment de vous donner des outils et des arguments juridiques pour essayer de trouver une solution amiable et si pas amiable, une solution devant les cours et tribunaux. Alors, on va ici envisager les outils éventuels que le droit commun des contrats nous apporte. Le premier outil, c'est la force majeure. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. La force majeure, c'est quoi? Eh bien, c'est un événement imprévisible qui survient par conséquent après la conclusion de votre contrat, qui va rendre impossible l'exécution d'une obligation en particulier, et ce, indépendamment de toute faute du débiteur de l'obligation. Alors la force majeure, ce qui est génial, c'est que si vous arrivez à la prouver, si vous arrivez à l'invoquer, eh bien, elle constitue ce qu'on appelle une cause étrangère libératoire, c'est-à-dire que le débiteur d'une obligation est libéré de son obligation. Ici, par exemple, pour le locataire qui est obligé de payer un loyer, eh bien, si la force majeure est acceptée, il ne devra plus payer son loyer pour
les mois où, par exemple, il y a eu des mesures strictes de confinement, comme les mesures de fermeture de certains établissements. Alors, pour pouvoir invoquer la force majeure, il y a 3 conditions relativement strictes à invoquer. Premièrement, l'événement ne peut bien entendu pas être imputable à l'une des parties. Par exemple, dans le cadre du Covid, eh bien, sans que cela ne soit de sa faute, le bailleur se retrouve dans l'impossibilité de pouvoir donner au locataire la jouissance de la surface commerciale du bien loué, et ce, en raison des interdictions liées au Covid-19. Deuxième condition, l'événement doit bien évidemment échapper à toute prévision normale, ce qui va impliquer 2 éléments. Le débiteur n'aurait donc pas pu tenir compte de cet événement lors de la conclusion du contrat. C'est pour ça que c'est important que la force majeure intervienne après la conclusion du contrat. Et ensuite, le débiteur n'aurait tout simplement pas pu raisonnablement mettre des choses en place pour empêcher ou éviter que l'événement ne survienne. Par exemple, de nouveau ici, le locataire qui doit complètement fermer boutique s'est retrouvé en principe sans rentrée d'argent en raison d'une interdiction légale qui est totalement fortuite et imprévisible. Troisième élément, et c'est l'élément qui va susciter le plus de discussions et de débats en la matière, eh bien l'événement doit constituer un obstacle insurmontable. C'est-à-dire que l'événement ne peut pas seulement rendre plus difficile ou plus onéreux l'exécution d'une obligation, mais il doit vraiment la rendre impossible. Le problème ici, c'est que traditionnellement, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'obligation de payer une somme d'argent, qui est donc ici l'obligation de payer le loyer, n'est pas rendue impossible traditionnellement en raison d'un cas de force majeure. Donc ici, c'est la tradition. Avec le Covid-19, c'est petit à petit en train d'être remis en cause. Donc, on a des jurisprudences qui vont dans le sens de dire que la force majeure, au final, elle empêche le locataire de payer son loyer. Souvent, on va également dire que la force majeure, elle se retrouve dans le chef du bailleur, c'est-à-dire qu'au final, c'est le bailleur qui se retrouve dans l'impossibilité de vous donner la jouissance des lieux qu'il vous loue. Donc ici, il y a encore pas mal de débats en la matière, et il n'y a pas d'unanimité, et donc ça engendre pas mal de discussions. Voilà pour la force majeure. Deuxième argument juridique. Je vais peut-être juste compléter par rapport à, si tu permets, par rapport à l'absence de faute. C'est un élément qui est extrêmement important aussi au cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de locataires aujourd'hui qui viennent au cabinet ou en tout cas qui souhaitent obtenir certaines mesures ou invoquer certaines mesures, et notamment la force majeure. Mais c'est extrêmement important d'être, on va dire, au-dessus de tout soupçon dans le cadre de l'exécution du contrat de bail commercial, parce que si le bailleur ou le juge de paix se rend compte qu'en fait, la crise Covid, la crise sanitaire, la force majeure qui est invoquée est en fait une excuse pour suspendre effectivement le paiement des loyers, mais qu'en réalité, autour de ce non-paiement des loyers, il y a toute une série de fautes, graves ou pas graves, peu importe, à reprocher aux locataires. Ça va être extrêmement compliqué d'invoquer la force majeure. Je m'explique. Si par exemple, depuis le début, depuis l'entame du contrat de bail commercial, il y a beaucoup de difficultés à payer des loyers, il y a des loyers qui manquent souvent. Au bout de certaines années, on a eu des crises, on a eu des difficultés financières, on se retrouve avec une petite ardoise qui traîne. Est-ce qu'on a parfois retenu le paiement du loyer totalement ou partiellement par rapport à des problématiques de jouissance des lieux, donc un évier qui fouille, un faux plafond qui est tombé, etc. Donc, s'il y a des reproches potentiels qui peuvent être formulés dans le cadre de l'exécution du contrat de bail, il faut faire attention, parce que dans ce cadre-là, la force majeure va être beaucoup plus difficile à invoquer. Dans le même ordre d'esprit, la crise Covid n'est pas un blanc-seing pour ne plus payer les loyers pendant 6 mois, 9 mois, 10 mois. Il faut vraiment que cette notion de force majeure et la suspension de l'exécution, à savoir le paiement des loyers, soit vraiment calée, même pro rata temporis, comme on dit, c'est-à-dire que on doit presque faire un calcul mensuel du moment où on a pu jouir du bien, du moment où on n'a pas pu jouir du bien, etc. Donc, il faut être très strict dans l'application de cette force majeure, parce que comme l'a dit Adine, c'est déjà quelque chose d'un peu exceptionnel. Finalement, la clause de force majeure, c'est la clause qu'on met dans tous les contrats, mais qu'on ne s'est jamais dit qu'on allait devoir l'invoquer. C'est les inondations, les tempêtes, ce sont des choses relativement rares. Évidemment, la pandémie, on le mettait, mais c'est pas quelque chose auquel, évidemment, on s'attendait. Donc, cette notion d'absence de faute, elle est extrêmement importante dans l'appréciation de
de l'invocation de la force majeure. Je voulais juste préciser ça. Frédéric, n'hésite Voilà. pas si jamais tu Oui, veux voilà. intervenir. Donc la force majeure, comme l'a dit Frédéric, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Il va falloir le démontrer, évidemment, en justice éventuellement, ou devoir en discuter avec votre bailleur. Deuxième argument, c'est ce qu'on appelle le fait du prince. Vous en avez peut-être déjà entendu parler également. Alors, le fait du prince, traditionnellement, pour vous repasser un peu l'historique très brièvement, c'était à l'époque où on avait des princes, des princesses et des rois, et le prince, quand il prenait des décisions, un acte, eh bien, parfois, pour les villageois, cela impliquait que cela ne pouvait pas exercer leur activité, devaient fermer leur commerce, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Le fait du prince se définit comme étant un acte d'une autorité publique, donc ici en l'occurrence du gouvernement, qui va empêcher juridiquement des parties d'exécuter certaines prestations. Donc ici, on est vraiment face à quelque chose qui est une application de la force majeure, dans le sens où on est face à une impossibilité, mais ici qui est juridique. Alors, de nouveau, pour pouvoir l'invoquer, il faut également regarder de nouveau au cas par cas. Est-ce que vous êtes réellement dans une impossibilité juridique de jouir de la surface commerciale? Par exemple, les locataires dont les établissements, les commerces doivent être complètement fermés par effet de l'ordre de la loi, eh bien, se retrouvent dans l'impossibilité juridique de jouir du bien qu'ils ont loué. Dès lors, ils ne devaient a priori pas payer les loyers, mais ça encore, c'est quelque chose à voir, bien sûr, en pratique. Il est toutefois important de souligner qu'à la fois pour la force majeure et pour le fait du prince, ce sont des cas d'application qui ne vont pas s'appliquer à toutes les situations. En pratique, on aurait tendance à dire qu'ils vont simplement s'appliquer aux établissements qui ont reçu, par effet de l'ordre de la loi, une obligation de fermeture, qui a donc été imposée par le gouvernement. Donc, une fois de plus, regardez bien ici si vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes dans le cas d'une fermeture complète de votre établissement, vous pourriez invoquer la force majeure et par conséquent, ici, le fait du prince. Donc, vraiment à regarder attentivement en pratique si cela s'applique à votre situation. Oui, tout à fait. Je rajouterais que ce qui est important aussi par rapport au fait du prince, de nouveau, c'est qu'il y a certaines décisions sur lesquelles nous on est tombés, qui quelque part, au niveau des justices de paix, qui estimaient qu'en fait, même s'il y avait un ordre total de fermeture, le locataire avait quand même la possibilité de faire, si par exemple il y a des établissements Horeca, etc., de faire du take-away, d'utiliser, de jouir du bien, en fait, d'utiliser les cuisines, etc. Et donc, quelque part, que cette notion de fait du prince et que cette notion de force majeure, c'était pas une impossibilité totale, mais qu'en réalité, le locataire avait la possibilité de trouver des solutions pour continuer à jouir du bien. Alors, voilà, il y a des décisions qui disent que c'est un fait du prince, qu'on ne peut plus jouir de l'établissement, enfin de la possibilité d'exploiter son Horeca. Et il y a d'autres décisions qui disent, ben, écoutez, vous devez faire preuve de résilience. Bon, je suis d'accord, parfois c'est un peu facile, surtout dans un cas comme ça, mais en tout cas, il y a des décisions qui vont dans ce sens-là pour rejeter cette notion d'impossibilité, pour dire qu'en réalité, ben, on peut rebondir, on peut faire du takeaway, on peut faire toute une série on peut continuer à jouir en fait de son établissement, notamment pour les Horeca, etc. Donc, de nouveau, en fait, c'est du cas par cas, c'est vraiment à examiner en fonction de ce qui est possible ou pas. Exactement. Troisième argument à invoquer, éventuellement, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. Alors, l'imprévision, c'est quoi? Eh bien, c'est un événement qui va créer un déséquilibre entre les prestations réciproques des parties, en raison, de nouveau, de circonstances qui sont bien évidemment indépendantes de la volonté des parties et donc indépendantes de toute faute, et des événements qui sont imprévisibles, que vous n'auriez pas pu raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat. Ces circonstances ici, elles ne vont pas rendre impossible l'exécution d'une prestation, d'une obligation contractuelle, mais elles vont la rendre plus difficile, voire même plus onéreuse. Alors, toutefois, attention, c'est une théorie qui n'est pas admise en droit belge, c'est-à-dire que l'invoquer devant des tribunaux, c'est compliqué puisqu'elle n'a jamais vraiment été admise. Par contre, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas admise en droit belge que vous ne pouvez pas la prévoir contractuellement dans votre contrat. Donc, c'est une clause, d'ailleurs, on a des exemples qu'on va vous montrer tout à l'heure pour la force majeure et pour l'imprévision. On a prévu des petits exemples de clauses contractuelles. Donc, rien ne vous empêche dans un contrat de prévoir que, entre les parties, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les prestations, par exemple, imaginons le locataire qui, dans le cas du Covid-19, se retrouve avec plus de rentrée d'argent ou une petite rentrée d'argent et qui n'est donc plus en mesure, en fait, d'honorer le paiement du loyer, on pourrait prévoir
une renégociation du contrat, soit complet, soit simplement une modification temporaire du contrat pendant la crise du Covid-19. Donc ça, c'est très important de pouvoir prévoir une clause pareille, puisque ça permet vraiment de pouvoir négocier, c'est inscrit dans le contrat, et en principe, comme vous le savez, les parties doivent respecter évidemment les dispositions contractuelles. Quatrième argument et dernier argument, c'est l'exécution de bonne foi des conventions. Alors de nouveau, c'est un principe relativement classique, c'est ce qu'on appelle un corollaire de l'abus de droit, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, l'abus de droit, le fait pour une partie donc d'abuser d'un droit qui lui est reconnu. Alors dans les conventions, vous le savez peut-être également, il convient donc de respecter ce qu'on appelle une proportionnalité, c'est-à-dire une répartition juste et équitable des obligations entre les parties. Ce qui est génial, c'est que l'exécution de bonne foi des conventions, c'est un peu un principe qui a un effet modérateur, en ce sens qu'elle va pouvoir imposer une modération dans l'exercice d'un droit. Ici, typiquement, dans le cadre du Covid-19, il pourrait éventuellement y avoir un abus de droit de la part du bailleur si, dans le contexte actuel, eh bien, il réclamerait au locataire la stricte exécution du contrat de bail, sachant que, par exemple, son locataire se retrouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, qu'il n'a plus de rentrée d'argent, etc. Donc ici, on pourrait, à la limite, modérer cette obligation et essayer peut-être de convenir d'une suspension des loyers, d'une diminution des loyers, etc. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, ce qui est important de comprendre effectivement, c'est que dans tout ce qu'on vous explique, il y a évidemment, on y viendra, le contrat qui est fondamental, mais que d'un point de vue juridique, en fait, à côté du contrat qui est la loi des parties, hein, c'est le principe de convention-loi, ça s'appelle comme ça, il y a toute une série effectivement de principes dans le cadre de l'interprétation et dans le cadre de l'exécution des conventions, et l'exécution de bonne foi est effectivement important à ce niveau. Après, c'est quelque chose qui est forcément souvent invoqué dès qu'il y a un peu une disproportion dans l'exécution. Alors, on n'est pas dans l'imprévision, comme Adeline vous a expliqué, on n'est pas dans la force majeure, on est plus dans un espèce de principe effectivement général qui fait que on a des droits dans une convention, même d'une manière générale, on a des droits, mais on doit de manière proportionnelle exécuter ces droits. Et donc, si on exécute ce droit de manière disproportionnée ou uniquement dans le but, par exemple, de nuire à autrui, eh bien, effectivement, on pourrait se retrouver dans ce cadre-là. Donc, c'est un des arguments qui peut effectivement être invoqué, alors soit vis-à-vis du bailleur quand vous êtes dans un cadre entre guillemets amiable, ce qui est toujours mieux, soit éventuellement devant le juge. C'est ce qu'on appelle l'exécution de bonne foi des conventions. C'est ce qu'on met souvent quand on écrit, quand on demande des termes et délais, on parle du débiteur malheureux et de bonne foi. Donc la notion de bonne foi est quelque chose d'important ici dans le cadre de l'interprétation. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'absence de faute. Donc ce qui est clair, c'est que si on doit évaluer la situation du paiement ou du non-paiement des loyers, on va avoir égard à un contexte général d'exécution de bonne foi des conventions, etc., etc. Donc, c'est vraiment un principe qui est effectivement important. Merci Frédéric. Alors, pour terminer ce petit chapitre, on va terminer par une décision du juge de paix d'Etterbeek qui est toute récente, du 30 octobre 2020. Alors, petit disclaimer de nouveau, c'est une décision qui est pour l'instant assez unique. Il n'y a aucune unanimité entre les juges et de plus, en appel, les jugements sont parfois réformés. Donc, cette décision, elle est à prendre avec des pincettes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Eh bien, nous avons les magasins dits, qui sont donc des magasins qui vendent des produits cosmétiques, des produits ménagers, qui se sont retrouvés devant le juge de paix d'Etterbeek face à leur bailleur qui demandait l'exécution pure et simple du contrat et donc le paiement des loyers aux magasins dits. Le juge de paix d'Etterbeek, il a décidé que les loyers des mois de mars à mai n'étaient pas dus en raison du premier confinement. Donc, lors du premier confinement, le juge de paix a décidé que tous les loyers qui étaient dus à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai n'étaient tout simplement pas dus. Dit à invoquer en pratique, comme je vous l'ai expliqué, la force majeure et plus particulièrement ici le fait du prince pour être déchargé du paiement des loyers. Le juge de paix a donc donné raison à Di et son raisonnement, quel est-il? Eh bien, le bailleur doit fournir la jouissance du bien à son locataire. Ça, c'est un principe qui est traditionnel, on connaît. Alors, en l'occurrence, il s'agit donc ici d'un bail commercial qui implique un contact direct avec le public, entre le commerçant et donc le public. Et dès le moment où ce contact essentiel entre le commerçant et le public est rendu impossible en raison des mesures gouvernementales,
eh bien en fait c'est le bailleur qui se retrouve dans l'impossibilité de respecter ses engagements. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que le juge de paix va mettre le cas de la force majeure non pas dans le chef des locataires qui ne savent plus payer leur loyer, mais dans le chef du bailleur, parce que c'est bien le bailleur qui se retrouve in fine dans une impossibilité juridique de pouvoir donner la jouissance des lieux. Alors le locataire est donc par conséquent libéré de ses obligations selon le juge de paix, et le juge de paix va même encore aller plus loin, puisqu'il va dire que le fait que le commerçant a pu continuer pendant ces périodes de confinement à entreposer ses marchandises n'est pas une justification pour exiger le paiement du loyer. Donc le juge de paix a été un petit peu loin, il a été en faveur des locataires, mais on a également vu d'autres décisions, dont une décision du juge de paix d'Ixelles qui lui a plutôt jugé en faveur du bailleur. Donc on voit bien, les décisions, elles sont en train de tomber au fur et à mesure, et on voit qu'à chaque fois, il n'y a pas d'unanimité. Les juges de paix décident un peu chacun de leur côté, et pour l'instant, on n'a pas encore de jurisprudence majoritaire, donc vraiment, prenez ces décisions avec des pincettes. Alors, on va rentrer maintenant qu'on vous a un petit peu exposé les arguments. On va essayer de vous donner les trucs et astuces, on va dire, ou en tout cas la bonne méthodologie pour comment aborder les choses avec son propriétaire. Alors, parmi vous, il y a certainement des personnes qui ont déjà eu des contacts avec leur propriétaire suite à la vague 1, on va l'appeler comme ça. Parmi vous, il y en a certainement qui sont déjà peut-être dans des procédures devant le juge de paix. Il y en a peut-être qui ont déjà des décisions devant le juge de paix, etc. Mais on va essayer de donner un timeline à ce niveau-là. C'est un peu stupide ce que je vais vous dire, mais la première chose à faire, c'est de lire son contrat de bail. Pourquoi est-ce qu'il faut lire son contrat de bail? Ben, simplement pour vérifier toute une série de clauses. Donc, premièrement, pour vérifier si au niveau du respect du contrat de bail en tant que locataire, si on est parfaitement en ordre. Alors, c'est parfois des bêtises, c'est parfois on n'a peut-être pas envoyé la copie du contrat d'assurance à son bailleur alors que c'est prévu dans le contrat de bail. Parfois, on a oublié de constituer la garantie locative, quoique ça c'est plus rare évidemment, parce qu'en général on ne reçoit pas les clés si on n'a pas la garantie locative. Parfois on a quelques loyers en retard, parfois on est dans une procédure de médiation ou bien éventuellement devant le juge de paix. Donc la première chose à faire, c'est de relire son contrat de bail commercial et de voir si on est bien, dans les clous entre guillemets en qualité de locataire, si on n'a rien à se reprocher. La deuxième chose à vérifier, vous l'avez compris, c'est de voir si dans le contrat de bail, la force majeure n'est pas abordée. Souvent, la force majeure est abordée dans le contrat de bail, en tout cas si vous avez pris des modèles, on va dire, standards. La notion de force majeure est abordée et est définie. Ça va nous faciliter les choses, puisqu'il n'y aura pas de discussion quant à savoir si le Covid, oui ou non, est un élément de force majeure. Si la situation de pandémie est abordée dans le cadre de la clause de force majeure, c'est quand même souvent le cas, on va vous montrer une clause par après, eh bien, à ce moment-là, ça coupera court à toute discussion. C'est dans le contrat, il n'y a pas de discussion au niveau de la qualité ou non de la force majeure par rapport au Covid. Resteront les discussions de savoir si oui, on a la jouissance, si on doit payer le loyer, etc. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est important aussi, c'est que dans certains contrats de bail, ça se voit, il y a effectivement la clause d'imprévision. Ce qu'on appelle, ce que Adeline vous a expliqué, donc une clause qui prévoit que si pendant l'exécution du contrat de bail, il y a un événement qui fait que l'exécution est devenue extrêmement difficile ou en tout cas plus onéreuse, c'est ce qu'on appelle les sujétions imprévues, eh bien on peut renégocier. Et si vous avez ce type de clause dans votre contrat, évidemment, je ne vais pas vous dire que ça vous sauve la vie, mais en tout cas, c'est prévu contractuellement, donc ça fait la loi des parties, donc ça sera certainement un argument intéressant, ou en tout cas certainement plus facile de retourner vers le propriétaire en disant, ben, écoute, voilà, regarde, il est prévu justement que dans notre contrat que si ça devient difficile pour un ou deux d'exécuter ces obligations, on peut en discuter. Et là, du coup, le dialogue sera ouvert de par le contrat également. Ça vaut la peine de vérifier le contrat aussi, ne fût-ce que pour voir s'il y a des clauses de médiation dans tout ce qui est saisine du juge, etc., pour voir éventuellement s'il n'y a pas une clause de médiation particulière qui est prévue devant un organisme particulier, parce que c'est toujours intéressant, et vous verrez qu'on en parlera juste après, de voir si avant d'aller en procédure, au moment où la situation est bloquée malheureusement, ça vaut peut-être la peine de voir s'il n'y a pas moyen de trouver une solution alternative, quoi. Donc, c'est le premier réflexe à avoir, c'est de lire attentivement son contrat de bail pour voir ce qui est dedans. Parfois, on l'a signé il y a 6 ans, 7 ans, et donc
on s'en souvient plus vraiment, donc ça vaut vraiment la peine. Ici, je vous donne un exemple, vous recevrez les slides, donc vous aurez ça par après. On vous donne un exemple de clause de force majeure que nous, en tout cas, on utilise dans les contrats. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent la clause qu'on met à la fin du contrat en se disant que voilà, c'est utile, mais que finalement, on va jamais l'invoquer, ou en tout cas, ça reste anecdotique. C'était un peu comme à l'époque la clause vie privée qu'on mettait en disant de toute façon la vie privée c'est pas si important que ça, et maintenant on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose d'extrêmement important. Et donc vous voyez par exemple que en bas de la clause ici, les inondations, les incendies, les épidémies et les pandémies, les actes de guerre, les terrorismes, les grèves déclarées ou non, le lockout, etc. Ce sont tous des événements qui sont considérés, en tout cas contractuellement, comme une clause de force majeure. Et donc, comme je vous l'ai dit, on évitera le débat de savoir si le Covid est un événement effectivement imprévisible, irrésistible, etc. Donc, si cette notion de force majeure est vraiment retenue. Donc, soit vous avez aujourd'hui un contrat, soit éventuellement, vous allez peut-être un jour re-signer un contrat de bail commercial. Pensez et retenez qu'il y a en tout cas 2 clauses qui sont vraiment intéressantes et loin d'être anecdotiques. Malheureusement, on apprend avec l'expérience. C'est la clause de force majeure et c'est la clause dite d'imprévision, parce que comme Adeline l'a dit, si c'est pas prévu dans le contrat, ça n'existe pas. Ça n'a pas été reconnu en Belgique, contrairement à d'autres pays où ça a été reconnu. Voilà, ici vous avez un exemple de clause d'imprévision qu'il faut garder à l'esprit aussi. Donc, soit vous l'avez dans votre contrat, soit il faudra la prévoir plus tard. Ben voilà, ça c'est le type de clause. Donc, c'est en raison de circonstances indépendantes de la volonté d'une des parties. Évidemment, il faut que ce soit indépendant. L'exécution des obligations ne peut être poursuivie ou est simplement rendue plus onéreuse ou difficile. Là, c'est la petite nuance avec la force majeure. Souvenez-vous, la force majeure, c'est impossible, c'est irrésistible. Ici, c'est plus difficile. C'est plus onéreux, donc ça coûte plus cher. Donc oui, je peux continuer à exploiter mon commerce en partie avec du takeaway, en trouvant des systèmes D, en prenant des rendez-vous pour que les gens viennent faire du pick and collect, etc. Oui, c'est possible, mais enfin, ça couvre à peine mes frais, ça couvre à peine mon loyer, et je parle que il y a le loyer, mais il y a toutes les charges autour. Eh bien, si vous avez une clause d'imprévision, à ce moment-là, vous verrez, les parties s'engagent à négocier de bonne foi et loyalement une adaptation des conditions contractuelles dans un délai raisonnable en vue d'en restaurer l'équilibre. C'est une clause qui est vraiment intéressante à avoir. Vous allez me dire, oui, mais bon, maintenant, moi, j'ai un contrat qui est signé, cette clause n'y est pas, ça ne me sert pas à grand-chose. Oui, certes. Après, pour le futur, je pense que ça peut être utile, et ça peut être utile de le vérifier aussi. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a lu son contrat, ben, c'est de négocier et d'entamer la négociation avec son propriétaire. Avec Adeline, on a mis un accord négocié. Il vaut mieux qu'un long procès dont l'issue est incertaine. C'est l'adage, hein, c'est un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. Évidemment, on est avocat, donc on plaide un peu contre notre chapelle en disant ça, mais c'est vrai que dans ce type de situation particulière, vraiment, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de tout tenter pour essayer de trouver un accord effectivement avec le bailleur, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que a priori, le contrat de bail commercial va se poursuivre. Hein, on ne va pas rester en lockdown pendant des années, des années, des années. Donc, vous allez rebondir, ça va redémarrer, et donc du coup, l'intérêt de préserver des bonnes relations avec le propriétaire, il est évident, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Donc, pour préserver des bons rapports, c'est toujours mieux d'essayer de trouver un accord plutôt que de se retrouver face à un juge. La deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment une incertitude au niveau de la jurisprudence, effectivement. Donc, et même, j'ai envie de vous dire, en fonction des juges de paix. Donc, en fonction du lieu de situation de votre immeuble, vous allez vous retrouver devant le juge de paix d'Ixelles, d'Oderghem, de Woluwe, etc. Et chaque juge de paix a sa propre vision. Et donc, il n'y a personne qui pourra vous garantir l'issue d'un procès. Dans le cadre de ces négociations, il y a 2 options que vous pouvez envisager, ou en tout cas proposer. C'est soit une suspension temporaire du loyer, donc expliquer que pour le moment, bah, vous ne savez pas réaliser du chiffre d'affaires, exploiter votre commerce, et donc du coup, vous proposez une suspension temporaire du loyer.
Quand je dis suspension temporaire, c'est ne pas payer le loyer pour pas augmenter les charges mensuelles, avec ou pas rattrapage entre guillemets par après. Donc rien n'empêche de négocier avec son propriétaire un éventuel plan d'appurement par après en disant ok, moi je sais qu'il y a pendant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, j'ai pas payé mon loyer, ce qui va représenter, je sais pas, 3 000 euros par exemple, si on prend un loyer mensuel de 3 000 euros. Rien n'empêche de trouver une solution en disant écoute, laisse-moi respirer maintenant et je te promets qu'à partir du mois de janvier ou même à partir du moment où je peux rejouir de mon bien, je rajouterai 100, 200, 300 euros chaque mois pour apurer un petit peu cet arriéré. Donc ça, c'est une des options qui permet de préserver un peu l'équilibre du contrat. L'autre option qu'on voit beaucoup dans la pratique aussi, c'est la réduction du loyer. Donc, je sais, enfin, je crois avoir lu à un moment donné que dans tous les contrats de brasserie, etc., il y avait eu un geste de la part des brasseurs pour faire une réduction de loyer, donc de ne réclamer que 50% du loyer pendant la durée de l'interdiction de jouissance, la durée pas de la pandémie, mais enfin en tout cas de la décision gouvernementale. De nouveau, en fait, c'est un peu au cas par cas. Si on peut proposer une réduction de loyer si par exemple, on parvient à quand même subsister un minimum avec les plats emportés ou les hôtels où il y a des espèces de systèmes hybrides où on peut quand même continuer à jouir du bien, quoi. Donc, ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, le report des loyers à privilégier si le paiement n'est pas impossible, mais plus difficile à l'heure actuelle. Ce qu'il y a de fondamental aussi, c'est de laisser des traces écrites de ces discussions. Trop souvent, en fait, ce sont des discussions qui sont faites par téléphone. On est toujours de bonne foi, on est tous entre guillemets dans la même galère. Donc, on est tous d'accord pour réduire le loyer. Voilà, il y a souvent quand même une espèce de solidarité par rapport à ça. Enfin, en tout cas, nous, on le voit dans la pratique. Mais c'est vraiment important de prévoir ça soit dans un échange de mails, soit éventuellement dans un avenant au contrat, si jamais les conditions contractuelles sont modifiées. Elles doivent être adaptées dans un avenant, de laisser une trace écrite. Et puis, bon, voilà, après, si jamais ça ne marche pas, eh bien, il est possible aussi d'envisager la résiliation du contrat de bail commercial, la résiliation amiable du contrat de bail commercial qui doit être constatée de toute façon par le juge de paix aussi, si jamais vraiment on décide de mettre fin. Vous verrez qu'en même temps que les slides, on vous enverra, on a mis en ligne un petit site avec des petits modèles gratuits évidemment, des petits modèles d'avenants, des petits modèles de courrier pour vous aider à prendre contact avec le propriétaire ou même pour vous aider à négocier. Pourtant, comme je vous l'ai dit, vous ne soyez pas aujourd'hui en procédure. N'hésitez pas à expliquer la situation en détail dans ce courrier-là. Donc les mesures qui vous impactent, comment elles vous impactent, qu'est-ce que vous mettez en place, quelles sont vos perspectives, etc. Quelque part, en fait, le bailleur est aussi un petit peu, si on réfléchit, victime de cette situation aussi, on l'est tous quelque part. Si le contrat prévoit quelque chose, on l'a dit, ben invoquer ces clauses en disant, ben voilà, en vertu du contrat, la force majeure, ou bien l'imprévision, ou bien, etc., etc. Invoquer la base juridique en fonction de votre situation, ça on l'a dit, et surtout proposer des solutions. Et même si vous êtes dans le cadre d'une médiation après ou dans le cadre d'une procédure, rien ne vous empêche de ne pas attendre que le juge de paix tranche une décision. Vous avez toujours la possibilité, à tout moment, et ça c'est important de le souligner, dans le cadre d'une procédure, de trouver un accord avec le bailleur et même de faire des propositions de solutions aux propriétaires. Je n'ai jamais vu un juge de paix qui interdisait un plan d'appurement, enfin, sauf si évidemment il y a la mauvaise foi flagrante, mais en général, voilà, les juges de paix sont assez ouverts à des plans d'appurement, à des solutions qui respectent toujours l'équité et l'équilibre des parties. Alors, si on n'arrive pas à, et après je vais accélérer un peu, comme ça vous aurez la place, on pourra répondre aux questions. Si vous n'arrivez pas dans une situation amiable, eh bien il faut envisager éventuellement une procédure judiciaire. Quelles sont les mesures préalables à une mise en demeure? Donc, il y a un moment donné ou à un autre, vous pouvez être amené à mettre en demeure le propriétaire ou en tout cas
l'interpeller de manière un peu plus agressive. Il y a la possibilité d'une médiation. Donc, une médiation, en résumé, c'est faire intervenir un tiers. Alors, parfois, c'est prévu dans les contrats de bail, souvent même. Donc, c'est un tiers qui va inviter, c'est sur base volontaire, qui va inviter le propriétaire autour de la table. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est souvent à distance, évidemment. Et qui va rentrer dans une négociation encadrée par un tiers agréé. Donc, c'est quelqu'un qui est formé à cette communication-là, qui va amener les parties à élaborer des solutions pour finalement tomber d'accord. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet accord peut être effectivement homologué et peut, entre guillemets, valoir un jugement. Donc, je dirais qu'avant d'aller voir un avocat pour introduire une procédure, vraiment le réflexe à avoir, c'est de tenter une médiation, parce qu'en plus, le médiateur n'est pas tenu spécifiquement par des règles de droit, et donc il peut trouver des solutions qui sortent un petit peu des concepts juridiques. Il n'a pas de risque de se retrouver en première instance avec sa décision cassée, etc. Donc, on peut être plus créatif. En fait, la médiation, c'est vraiment un espace de création, quoi, créatif pour respecter tout ça. Donc, la médiation, c'est, je pense, vraiment la solution à privilégier. Il y a des organismes, ça coûte pas trop cher. Vous n'êtes pas obligé d'être assisté par un avocat dans le cadre de cette médiation. Donc, vous pouvez, entre guillemets, aller vous défendre vous-même. C'est quand même plus compliqué quand on va devant le juge de paix parce qu'il y a des aspects de procédure qu'on maîtrise pas toujours. Si on doit aller en justice, ben, c'est le juge de paix du lieu de la situation de l'immeuble. Ça, c'est une règle du code judiciaire. Voilà. Et s'il faut le saisir, ben, il y a donc le saisir du problème pour initier l'action. Il y a deux moyens. Il y a la requête et la citation. La requête, c'est un courrier, on va l'appeler comme ça, qui explique la situation et qui demande certaines mesures au juge de paix. La citation, ça passe par huissier, c'est un peu plus cher. Et puis voilà. Mais j'ai pas envie de trop de rester là dans ces notions d'action en justice parce que à partir de ce moment-là, il faudra clairement faire appel à un professionnel. Ici, vous avez aussi toute une série d'informations effectivement sur le centre des entreprises en difficulté. Donc, Adeline et moi, on est vraiment derrière ça pour continuer à vous aider dans le cadre de ces crises et éventuellement vous proposer ou vous assister dans le cadre de cette crise. Merci en tout cas pour votre attention. Voilà, je vais supprimer le partage. Voilà, je crois qu'on en voit. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Voilà, on a encore un quart d'heure pour les questions éventuelles. Donc, c'est avec plaisir qu'on pourra répondre à vos questions. Je vais essayer de voir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? On n'entend rien. Oui, en fait, tous les micros sont coupés, mais je pense qu'il y a encore une bonne série de personnes. Et d'ailleurs, on a reçu pas mal de questions. Alors, je voulais les ouvrir pour pouvoir vous permettre d'y répondre. Je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, mais donc voilà, la première question qui a que je voudrais vous poser du coup, et qui vient d'un participant, c'est pour un nouveau bail à conclure, est-ce qu'il est possible de prévoir un loyer progressif, par exemple sur 3 ans, 2 000 € par mois la première année, 2 500 la deuxième, 3 000 € la troisième, et pour la suite de la durée? Oui, sans problème. C'est-à-dire que la loi sur les baux commerciaux qui est impérative règle les problématiques de révision, mais au niveau des loyers, vous avez la liberté contractuelle de prévoir ce que vous souhaitez. Idem en cas de travaux, etc. Donc, on peut prévoir des loyers progressifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc, on peut prévoir au niveau du loyer tout ce qu'on veut et idem pour les travaux, etc. Donc, on a une certaine liberté contractuelle. Ce qui est important, c'est que ce soit bien rédigé et compréhensible, surtout. Super. Alors, la suivante, c'est « Je désire mettre fin au bail avant son terme, ne sachant plus payer mon loyer à cause du corona. Pensez-vous qu'il y a moyen d'avoir la résolution de celui avant la triennat ?» Avant le triennat, oui. Donc, le principe du bail commercial est effectivement ces notions de résiliation très encadrées à chaque triennat pour le preneur, en tout cas des facultés de résiliation. En dehors de ces résiliations encadrées par la loi qui sont reprises normalement dans le bail commercial, le seul moyen d'obtenir la fin du contrat,
c'est une négociation amiable avec le propriétaire. Donc, en dehors de ce cas-là, il n'y a pas moyen de sortir du bail. Donc, pour ce monsieur ou cette dame, il y a deux choses à faire aujourd'hui. C'est d'abord, c'est un classique, de ne pas oublier, de noter quelque part les délais de préavis au cas où on n'arrive pas à trouver un accord, et d'aller négocier avec le propriétaire pour tout faire, pour mettre fin amiablement au contrat de bail. En dehors de ça, il n'y a pas moyen de sortir d'un contrat de bail commercial, si ce n'est une résiliation pour faute, mais là, il faut avoir des griefs vis-à-vis de son propriétaire. Donc voilà, s'il n'y a pas de griefs particuliers et des manquements relativement graves, parce qu'on ne résilie pas un contrat comme ça, il faut des manquements graves. En dehors de ça, à part une négociation amiable, c'est assez compliqué, puisqu'il interviendra aussi la discussion quelque part de l'indemnité de préavis, l'indemnité d'éviction. Donc, on peut être créatif et équilibré dans ce genre de situation aussi. Mais c'est la résiliation amiable. Super. Alors, pour un nouveau bail à conclure, est-ce qu'il est possible de différer le début du paiement du loyer à l'ouverture du commerce, étant donné l'incertitude planant sur les mesures sanitaires, c'est-à-dire pas spécifiquement à une date, mais à un événement, en l'occurrence l'ouverture des commerces, et idem pour les charges? Oui, tout à fait. En fait, ça va s'apparenter à une condition suspensive au niveau juridique, comme quand vous achetez un bien et que vous mettez une condition suspensive d'obtention de prêt hypothécaire, par exemple. Donc, c'est-à-dire que le contrat va prendre effet, mais que le contrat existera, mais qu'il prendra effet le jour où la condition est réalisée. Donc, on admet ça sans problème. Pour autant que la condition, donc l'événement externe qui va faire débuter le contrat de bail, soit un événement totalement externe et qui ne soit pas dépendant de la volonté d'une des deux parties. Donc, il faut que cet événement, qui va être le déclencheur du paiement des loyers, soit un événement qui ne soit pas ce qu'on appelle purement potestatif, donc qui va dépendre de la pure volonté d'une des deux parties, que ce soit le bailleur ou le locataire. Mais aucun problème pour déjà prendre possession des lieux, éventuellement faire des travaux, aménager des choses, et puis prévoir le premier paiement de loyer au moment où le commerce pourra s'ouvrir, espérons que ce soit dans pas trop longtemps, et éventuellement prévoir que si ça ne s'ouvre pas, le contrat de bail est résilié aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi à dire à cette personne, c'est qu'en fait, oui, il faut prévoir l'ouverture, mais il faut aussi prévoir éventuellement la fermeture, histoire de ne pas se retrouver dans une situation où on a un contrat de bail de 9 ans, de bail commercial de 9 ans, qui court, alors qu'en fait, on n'a pas pu ouvrir. Donc oui, c'est tout à fait possible. Mais bien rédigé de nouveau. Je sais que j'insiste, mais bien rédigé de manière claire. Vous vous rendez pas compte le nombre de contrats de bail qu'on voit avec des clauses particulières où en fait on n'arrive pas à comprendre exactement ce que les parties veulent, ou bien eux-mêmes ne se comprennent pas toujours non plus par la suite. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'une bonne rédaction de ce type de clause. Merci. Alors, la suivante, c'est est-ce que l'on peut invoquer la force majeure même s'il n'y a pas d'obligation de fermeture? Moi, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Je ne sais pas ce qu'Adeline en pense, parce que c'est la professionnelle de la force majeure, mais je pense que ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas dans un cas d'obligation de fermeture, il ne vous est pas impossible du coup d'exécuter votre contrat, de payer vos loyers et pour le bailleur de vous faire jouir du bien. Donc c'est un peu compliqué d'invoquer la force majeure. On va plutôt invoquer ici l'exécution de bonne foi des conventions, l'imprévision si c'est dans votre contrat, mais force majeure effet du prince, je pense que ce sera difficilement applicable en tout cas. Force majeure, c'est vraiment hyper strict. Hein. On sait que dans le langage courant, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Hein. Ou c'est la force majeure, ou c'est la force majeure, mais en fait, il n'y a pas de définition légale, c'est la Cour de cassation, donc la plus haute instance qui a défini la force majeure. Et l'application est vraiment extrêmement stricte. Ce que vous devez retenir, c'est l'événement imprévisible et irrésistible. Ces deux caractéristiques sont essentielles. Et donc ici, dans le cas où vous avez toujours la possibilité de jouir de votre bien, puisque l'accès au public n'est pas interdit, puisque ce n'est pas visé par la décision gouvernementale, vous n'êtes pas dans un cas de force majeure. On a le même qu'au bureau. Hein. Nous, ici, on est au bureau. On peut toujours venir au bureau, on peut toujours accéder au bureau. Ce n'est pas une force majeure. Quoi. Après, on peut aller voir notre propriétaire en disant, écoute, comme tu le sais, on fait du télétravail, on est 2 jours par semaine, pas 5 jours.
est-ce que pendant les mois de novembre, décembre, est-ce que tu serais d'accord pour réduire de 3/4 le loyer, puisqu'on ne peut pas avoir la pleine jouissance ou voilà, mais ça c'est de la pure négociation et comme disait Adeline, négociation d'exécution de bonne foi. Donc c'est un argument qu'on pourrait invoquer en disant écoute, tu ne peux pas non plus abuser de ton droit de manière telle à me faire trop mal entre guillemets si vous me passez l'expression. Donc voilà, mais la force majeure non, ça ne tiendra pas la route dans ce cas-là. Merci. Alors, en cas de réduction ou suspension temporaire de loyer, quel est l'impact fiscal pour le propriétaire si ces décisions ne sont pas enregistrées aux finances? En cas de réduction, l'impact fiscal, si cette Pour le décision, propriétaire. j'avoue que j'ai pas compris la question. Je pense pas qu'il y aura un impact fiscal spécifique. Je vois pas quel serait l'impact fiscal. C'est une réduction de loyer, donc au lieu de déclarer 100, on déclarera 80, mais il n'y aura pas d'impact spécifique au niveau fiscal en tant que tel. Le fait d'accepter de réduire les loyers est un geste, une négociation amiable qui n'aura pas spécifiquement d'impact fiscal, si ce n'est sur le montant qui est déclaré, in fine, éventuellement. Donc, je pense pas. Merci. Alors, il y a pas mal de questions, hein, donc bonjour, nous avons un service traiteur et un bail commercial pour une location de notre cuisine professionnelle, mais il n'y a pas de contact avec le public. Il s'agit de notre atelier de transformation. Notre activité traiteur est réduite à néant compte tenu de l'impossibilité d'organiser des événements et nous voudrions discuter de notre bail avec notre propriétaire, mais n'avons plus de commandes pour couvrir nos frais. Du coup, oui. Du coup, la question, c'est que faire? Je suppose, oui. Je suppose. C'est un petit peu comme on a expliqué. Donc, il n'y a rien de pire en droit d'une manière générale que le silence. Mettre la tête dans le sac, ça sert absolument à rien. Il y a plein de situations juridiques comme ça où les gens mettent la tête dans le sac, ils reçoivent une facture qu'ils ne veulent pas payer, ils ont un jugement contre eux et ils mettent la tête dans le sac. Donc, le pire, la pire attitude, c'est le silence d'un point de vue juridique. Donc, du coup, pour cette dame ou ce monsieur, le plus simple, c'est vraiment de prendre contact avec le propriétaire par téléphone, de l'appeler, de discuter avec lui, de lui expliquer la situation, de proposer des solutions. On vous l'a expliqué, soit une suspension, soit une réduction, en fonction aussi de votre activité économique, de vos rentrées, de votre cash flow, qui a déjà bien été entamé évidemment avec la première vague. Et donc, du coup, c'est de négocier, de discuter et de laisser une trace de ce qui se dit dans le cadre d'un échange de mails. Et si c'est plus impactant au niveau du contrat de bail, de reprendre ça dans un avenant. Mais donc, le conseil à cette dame ou à ce monsieur, c'est de négocier et de discuter avec son propriétaire pour trouver une solution qui va préserver l'équilibre de tout le monde. Le propriétaire n'a pas envie non plus d'avoir un bail commercial qui se succède constamment. Donc, si vous êtes, entre guillemets, un bon locataire, et je reviens sur cette notion de faute, a priori, il aura, entre guillemets, envie de vous garder aussi, de pérenniser cette activité-là. Et donc, du coup, il y aura intérêt aussi à trouver une solution et trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas une solution évidente non plus pour un bailleur de devoir entamer une procédure pour expulser un locataire commercial. C'est une vraie problématique pour le bailleur aussi. Donc, du coup, il faut profiter de cet argument-là pour trouver des solutions amiables. Et si pas de solution amiable dans le cadre d'échange, tenter une médiation alors, avec un tiers qui va pouvoir décanter la situation et proposer des solutions. C'est un peu une thérapie de couple, mais pour un bail commercial, quoi. Merci. Et alors, une dernière question, en tout cas, pour l'instant, c'est pourrait-on récupérer la somme de la garantie durant la durée du bail si les loyers sont payés régulièrement le premier jour du mois? En fait, la garantie, si c'est une garantie locative, la garantie locative, elle ne vise pas à couvrir des arriérés de loyer. Donc, la garantie locative, elle est liée à l'état des lieux d'entrée que vous avez normalement dû faire dans le cadre d'un bail commercial. Et donc, du coup, si vous restituez les lieux comme vous les avez reçus, pour faire simple,
vous récupérez la garantie locative. La garantie locative n'est absolument pas concernée par les mesures gouvernementales. Ici, on parle vraiment du paiement du loyer qui n'est plus possible parce que le gouvernement, donc un tiers à la relation entre le bailleur et le propriétaire, a décidé qu'on ne pouvait plus accueillir du public dans son établissement. C'est circonscrit à cette décision-là. Tout le reste du bail, enfin tout le reste du bail commercial, donc le sort des travaux en fin de bail, la garantie locative, etc., n'est pas impacté par cette décision-là. En fait, la crise du Covid ne va pas avoir pour effet de chambouler totalement l'équilibre contractuel. En fait, c'est simplement une modalité de force majeure qui existe aujourd'hui et qui intervient dans le contrat. Mais le contrat reste le contrat. Donc le Covid, enfin la décision gouvernementale ne change rien à l'équilibre contractuel et à toutes les autres obligations. Il faut continuer à payer ses charges, il faut continuer à, s'il y a des travaux qui sont prévus ou des clauses particulières ou des cautionnements aussi, hein, il y a parfois des cautionnements dans le contrat de bail commercial, tout ça ne sera pas affecté par les décisions du gouvernement. Ici, on parle juste de le gouvernement nous impose une décision qui fait qu'on ne peut plus accueillir le public dans notre établissement. Or, je suis dans un bail commercial et le critère central du bail commercial, c'est l'accueil du public. Donc, quelque part, j'ai une décision gouvernementale qui m'empêche de pouvoir exercer mon activité, etc. Quel impact ça a? Ça impacte sur le paiement du loyer, puisque finalement, je paye mon loyer en contrepartie d'une jouissance d'un bien que je n'ai plus aujourd'hui de par la décision du gouvernement. C'est tout. C'est juste limité à ça. Rien de plus. Donc, toutes les autres obligations du contrat de bail restent en vigueur aujourd'hui. Après, ce qui est un peu regrettable et dommage, mais ça, c'est plus une opinion personnelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de guideline ou il n'y a pas de. On n'a pas d'indication. Le gouvernement n'a pas pris d'indication spécifique pour expliquer comment est-ce que finalement ces rapports entre bailleurs et locataires devaient être réglés, outre les notions d'aide d'État, etc. On n'a pas grand-chose, donc même nous, en tant qu'avocats, quand on doit intervenir dans des dossiers ou essayer de négocier, on n'a pas énormément de guidelines, n'a pas le droit commun des contrats, ce qu'on a étudié, ce qu'on connaît, mais malheureusement, il y a pas de. On n'est pas beaucoup éclairé à ce niveau-là, et donc on est un peu, entre guillemets, à la merci de la jurisprudence pour essayer d'avoir. Et comme c'est assez rapide, c'est pas encore publié toujours, donc on est dans les groupes Facebook où on reçoit les décisions, ce genre de choses, donc voilà, on est un peu, on essaye de travailler comme ça aussi. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Si vous avez encore, j'ai encore quelques questions qui sont arrivées. On peut encore peut-être les prendre et puis. Oui. Très bien. Alors, la suivante. Je vois que les gens sont encore là. Oui. Alors, la suivante, c'est: je suis coiffeuse et mon propriétaire n'a pas souhaité négocier au premier confinement. Comment est-ce que je peux procéder cette fois pour trouver un accord? Donc déjà, au niveau coiffure, je ne suis pas un expert. Je pense qu'Adeline est meilleure que moi. Au premier confinement, si le dialogue n'a pas pu s'ouvrir, je pense que ça vaut la peine de retenter maintenant au second confinement. Si la porte est fermée et s'il n'y a pas de discussion par rapport à ça, je pense qu'il ne faut pas traîner pour faire intervenir un médiateur, comme je l'ai dit, qui va prendre contact avec le propriétaire et vous, et qui va organiser une séance de médiation, en tout cas une réunion de médiation, où chacun pourra exprimer un peu ses problématiques et où le médiateur pourra proposer des solutions. Le problème de la médiation, c'est que c'est volontaire. Donc, si le bailleur, donc si le propriétaire ne veut même pas entendre parler d'une médiation, on ne pourra pas le forcer dans une médiation. Donc, le recours ultime, c'est de déposer, d'anticiper et peut-être de déposer une requête auprès du juge de paix pour expliquer la situation et que le juge de paix tranche la situation. Le pire pour cette dame aujourd'hui, c'est de ne rien faire. Et plus vous montrerez une certaine bonne foi, donc vous aurez interpellé le propriétaire
vous aurez proposé des solutions, comme on l'a mis dans le slide, plus quelque part votre dossier va être facile à défendre devant le juge, puisque vous serez de bonne foi. Et donc, voilà. Donc, concrètement, retenter la négociation. S'il y a un accord, le mettre par écrit. Si le propriétaire est complètement bloqué, tenter une médiation. Il y a B-Mediation, je pense que vous pourrez envoyer, je pense que ça fait partie du BCI ou de la Chambre de commerce, vous pourrez envoyer peut-être les coordonnées après. Tenter une médiation, donc ça c'est vraiment intéressant. Et vraiment, recours ultime, déposer une requête devant le juge de paix pour que le juge de paix tranche, vous autorise à suspendre le paiement du loyer, une partie, etc. Sachant qu'il y a vraiment une incertitude à ce niveau-là, donc que vous ne serez pas certain d'obtenir gain de cause, quoi. Ce qu'il faut absolument arriver, c'est avoir cette discussion pour éviter de recevoir une requête en résiliation, c'est-à-dire qu'en fait que les arriérés de loyer ne s'accumulent et que, in fine, le bailleur prenne l'initiative de déposer une requête pour obtenir la condamnation du paiement des loyers et la résiliation du bail commercial, parce que là, ça va devenir un petit peu compliqué, et donc vous perdrez à la fois le bail commercial, mais à la fois le fonds de commerce en fait aussi, qui finalement c'est ce pourquoi vous avez travaillé pendant des années pour certains. Donc il faut vraiment anticiper cette procédure-là en fait. Et pour l'anticiper, il faut garder le contact, trouver le contact, aller en médiation et éventuellement prendre l'initiative de si le contact est rompu, l'initiative devant le juge de paix. J'aurais presque tendance à dire que, en général, c'est pas comme ça en justice. C'est pas le premier qui a introduit l'affaire qui va gagner. Mais ici, dans ce cas-ci, je pense que le fait de prendre l'initiative en tant que locataire, si on a tout tenté de déposer une requête devant le juge de paix pour soumettre sa problématique au juge de paix, je pense que c'est intéressant. Super. Alors, j'ai encore 2 questions et puis après, je vous propose de clôturer. Oui. Alors, la première, c'est mon propriétaire a une garantie appelable à première demande et me menace verbalement de l'utiliser. Est-ce qu'il y a Oui. quelque chose à faire pour qu'il ne puisse pas l'utiliser? Parce que je n'ai Alors, pas payé les loyers pendant les mois fermés. ouais. Alors, de nouveau, vous donner un conseil ou analyser une situation sans avoir les documents écrits, c'est extrêmement compliqué. Mais si c'est appelable à première demande, comme vous l'avez dit, à première demande veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, il peut l'appeler à première demande, donc pour n'importe quel motif, il ne doit pas spécifiquement se justifier dans le cadre d'une garantie appelable à première demande. Et donc, du coup, il y a malheureusement pas grand chose à faire aujourd'hui pour s'opposer à cette garantie appelable à première demande, à part éventuellement par la suite négocier, je suppose, auprès d'une banque, donc négocier avec la banque éventuellement, mais la banque n'aura pas le choix que de payer les montants réclamés par le propriétaire, et le propriétaire a le droit, dès qu'il y a un arriéré, d'exécuter ça. Après, il y a de nouveau cette notion d'exécution de bonne foi, etc., qui peut jouer ici. Il faut examiner la situation. Ça dépend du nombre d'arriérés de loyers. Ça dépend si ce sont vraiment des loyers qui sont liés Covid, on va les appeler comme ça, ou bien s'il y a un arriéré qui traîne, des promesses de plan d'appurement qui n'ont pas été respectées, tout ça va jouer, quoi. Mais a priori, juridiquement, appelable à première demande veut dire que le bailleur ne peut pas peut l'appeler comme il veut sans devoir se justifier dès qu'il y a des arriérés de loyer. Et la banque n'aura même pas le choix de dire oui, c'est pas juste ou c'est pas correct, etc. La banque payera et puis la banque se retournera vers vous. Et vous devrez retourner vers le propriétaire si jamais vous vous rendez compte qu'il a appelé de manière un peu trop rapide ou de manière non justifiée. Mais c'est justement une garantie pour le bailleur, donc c'est justement qu'il ne doit pas se justifier. Il peut activer ça. C'est assez sévère, une garantie appelable à première demande pour le locataire. Merci. Et du coup, dernière question qui va peut-être ouvrir aussi à d'autres idées, qui est un établissement de jeu qui, en gros, pose la question de savoir comment est-ce qu'il peut réviser son contrat de bail après avoir négocié
à quel moment est-ce qu'on peut réviser son contrat de bail en fait? Donc, si c'est après avoir négocié, donc il y a des obligations du contrat de bail qui ont été négociées et revues à tout moment. Donc, en fait, quand vous êtes dans un contrat, vous pouvez à tout moment décider de changer le contrat. Il n'y a pas de période spécifique. On peut à tout moment mettre fin à un contrat et on peut à tout moment, de commun accord, hein, et à tout moment adapter le contrat. C'est la volonté des parties. Donc, ce qu'on a fait, on peut le défaire, etc. Donc, si ça a été négocié, l'établissement de jeu peut sans problème reprendre cette adaptation dans le contrat au moyen d'un avenant. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc par écrit, de manière claire. En dehors d'un accord amiable qui peut être fait donc à tout moment, si c'est une révision du loyer, à nouveau, lire le contrat de bail. Normalement, il y a une révision triennale, je pense, qui est prévue. Et donc, il faut respecter les formes du contrat de bail, mais vous trouverez la solution dans votre contrat de bail par rapport à une révision, si c'est une révision du loyer, si c'est une révision d'autres obligations, imposition de travaux, changement d'affectation aussi, etc. Ça se fera de manière de nouveau amiable. On a conclu le contrat à deux de manière amiable. Si on veut le changer, on doit le faire ensemble de manière amiable aussi. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Il n'y a pas moyen d'imposer un changement de contrat à quelqu'un, sauf circonstances exceptionnelles, mais voilà, ça c'est un peu le principe de base, quoi. Donc, au niveau cadré par la loi, et si c'est au niveau d'autres conditions, établissement de jeu qui voudrait s'ouvrir à d'autres activités, traiteur, salle de banquet, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, à ce moment-là, si c'est un changement d'affectation qui est un élément essentiel du bail, il faut que ça se fasse avec l'accord du bailleur. Surtout que la destination des lieux était vraiment un élément essentiel. On a donné le bail commercial pour telle exploitation, on ne peut pas le changer en cours de bail sans l'accord. Pour un Horeca, pour un hôtel, demain, on ne peut pas faire une salle de banquet, ou on ne peut pas changer l'affectation comme on veut en tant que locataire. Et donc la personne me mentionne que donc elle n'a, pour l'instant, son propriétaire n'a pas répondu et n'a pas donné l'accord sur le non-paiement du loyer. Ok, mettre la pression, téléphoner, renvoyer un petit mail. Plus il y aura de traces écrites, plus vous montrerez la bonne foi et votre envie de trouver une solution. Plus, si jamais ça va trop loin, on en tiendra compte, ou le juge de paix en tiendra compte dans ce cadre-là. Donc, continuez à mettre la pression par rapport à ça. Continuez à essayer de l'appeler, à trouver une solution. Il va bien être obligé à un moment donné de répondre. Éventuellement prendre un avocat si à un moment donné on n'a vraiment aucune réponse, éventuellement lancer une médiation, éventuellement dans le pire des cas, si on doit vraiment avoir une solution par rapport à ça, déposer une requête pour soumettre au juge. Mais laissez des traces écrites de ce qui se dit et de vos interpellations, c'est très important. Voilà, je pense que c'était la dernière question à ce sujet. Donc, je vous propose peut-être de clôturer la séance. Parfait, on est dans le terre. Merci en tout cas pour. Je vous laisse Un le mot tout de la grand fin. merci, j'allais dire justement la même chose. Un tout grand merci aussi bien à nos deux orateurs que à nos participants pour l'échange assez riche. J'espère que ça aura répondu à vos questions. En effet, les slides seront envoyés dans les prochains jours par mail et voilà. De toute façon, ce qui est intéressant aussi au niveau des commerçants, il y a une semaine thématique qui se prépare, donc la semaine du 30 novembre, pardon, spécialement dédiée au commerce. Et donc, n'hésitez pas à aller régulièrement voir sur le site 1819. La communication à ce sujet est imminente. Et donc, voilà, ça pourrait intéresser un certain nombre d'entre vous. On va faire un focus sur les commerçants à cette semaine-là. Et voilà, un tout grand merci. Je vous Merci à laisse vous. peut-être le mot de la fin si vous le souhaitez quand même. Non, ça va. C'est gentil, vous Super. l'avez fait. Voilà. À bientôt et bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Pas non plus se faire des bisous et se dire au revoir pendant 2 heures.